cours sur l'énergie interne et les flux thermiques, et notamment les flux thermiques et conduction et résistance thermique. Alors, à l'issue de ce cours, vous devrez savoir définir le flux thermique à travers une paroi comme un débit d'énergie équivalent à une puissance. Calculer le flux thermique à travers une paroi et définir conduction et résistance thermique, c'est-à-dire exploiter la relation entre flux thermique à travers une paroi en régime permanent, résistance thermique et écart de température. Relier l'augmentation de résistance thermique à une diminution une diminution du flux thermique la traversant pour un même écart de température. Bref, des applications de la loi Convalon. Alors, pour revoir les acquis de première, la température est liée à l'agitation moléculaire de la matière. Elle s'exprime en Kelvin dans les unités du système international, mais on utilise couramment le degré Celsius. Alors, on peut convertir les degrés Celsius en Kelvin de par cette formule. Alors, la température en Kelvin égale la température en degrés plus 273. Alors, pourquoi cette échelle de température? Alors, tout simplement, si on trace ici un axe horizontal, les degrés Celsius ont été définis avec la glace fondante qui définissait le 0 et l'ébullition de l'eau qui définissait le 100 degrés. Voilà. Donc c'est l'échelle de degrés Celsius a été définie sur la base de l'étude de l'eau, mais ça n'est pas du tout une unité qui est, on va dire, fondamentale en physique, dans le sens où on aurait pu choisir autre chose que l'eau, et on aurait d'ailleurs une autre échelle de température, c'est ce qu'ont les Anglais notamment, avec les Fahrenheit. Les physiciens sont aperçus au cours de l'avancée de l'étude de la physique qu'on ne pouvait pas descendre en dessous de moins 273. Alors ça peut sembler étrange qu'on ne puisse pas descendre en dessous de moins 273 degrés Celsius. Alors je vais me mettre là-dessus, moins 273 degrés Celsius. Bah, tout simplement parce que si on dit que c'est lié à l'agitation moléculaire de la matière, eh ben, il y a un moment où l'agitation s'arrête. Et quand il n'y a plus d'agitation, eh ben, on ne peut pas descendre plus bas, et on ne peut pas descendre plus bas que l'absence de... On ne peut pas faire moins d'agitation que l'absence de mouvement. Et ça correspond à ce fameux moins 273 degrés. Donc, les physiciens utilisent une autre échelle qui va simplement garder l'écart qu'on avait de 100 degrés ici. Donc, finalement, 1 Kelvin plus 1 Kelvin ou moins 1 Kelvin, ça fait la même chose que plus 1 degré ou moins 1 degré Celsius. Par contre, on va décaler le 0 ici, c'est-à-dire qu'on va définir le 0 Kelvin au 0 absolu. Donc, ici, le 0 degré Celsius va correspondre à 273 Kelvin, le 100 degrés Celsius à 373 Kelvin, et par exemple, une température de 20 degrés Celsius, eh bien, ça va nous donner 293 Kelvin. Voilà. Donc pour passer de l'une à l'autre, il faut simplement ajouter 273 quand on veut passer des degrés Celsius au Kelvin, ou enlever 273 quand on veut passer des Kelvin au degré. Un transfert thermique, c'est de l'énergie qui passe d'un corps à un autre, de l'énergie liée à l'agitation thermique, et ça passe toujours du corps chaud vers le corps froid. Alors encore une fois, c'est logique que quand il y a un truc qui est agité, et on le met en contact avec un truc qui est moins agité, il y a une partie de l'agitation de ces molécules-là qui va agiter les autres, et donc du coup on va perdre de l'énergie, on va être moins agité ici. La température diminue pour ce qui est plus agité, elle augmente pour ce qui était le moins agité, et le transfert thermique s'effectue donc spontanément du corps chaud vers le corps froid. Il existe 3 modes de transfert thermique, la conduction thermique, la convection et le rayonnement. Alors, la conduction thermique, c'est quand on place, si par exemple ici, je place un liquide chaud, ça va agiter les molécules ici, les atomes ici, qui vont agiter celles-ci. Et donc ici, si j'ai un autre fluide, je vais chauffer ce fluide-là grâce à ce fluide-là au travers de ça. Ce qui se passe là au travers, c'est la conduction. Par contre, la convection qui a lieu dans les liquides et les gaz est liée au fait que les molécules sont agitées. Donc quand en fait on a de l'air chaud qui va d'un endroit à un autre, eh bien ça transporte de l'énergie, l'air chaud emmène son énergie d'agitation avec elle. Et donc comme l'air chaud monte par exemple, la convection fait en sorte qu'on a de l'énergie qui va facilement passer d'un endroit froid à un endroit chaud, d'un endroit froid à un endroit chaud
plus élevé. Quant au rayonnement, il s'agit du transfert thermique par lequel un corps chaud rayonne, c'est-à-dire par exemple si on a des braises qui sont rougeoyantes, si on met nos mains face au flux, on sent bien un flux de chaleur qui vient des braises et qui chauffe notre main. C'est pareil pour le soleil, c'est pareil pour tout corps chaud qui rayonne de la chaleur. Le rayonnement n'a pas besoin de support matériel pour se produire, alors que dans la convection, eh bien, il y a besoin absolument d'un liquide qui se déplace d'un endroit à un autre pour transporter l'énergie. Et pour la conduction se fait aussi à travers de la matière, à travers la matière solide qui permet d'acheminer le flux. Voilà pour les révisions. Alors, transfert thermique par conduction. On reprend ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si on a une paroi qui sépare un endroit avec une température T1 d'un autre endroit avec une température T2, eh ben on va avoir un flux thermique dans le sens de l'endroit chaud vers l'endroit froid. Ce flux thermique va être ce flux thermique, eh bien, c'est l'énergie qui passe par unité de temps. Donc cette énergie se calcule en faisant Q sur T. Q c'est l'énergie thermique et delta T c'est l'intervalle de temps en secondes, la durée de l'expérience, et on a phi est dans ce cas-là un flux qu'on mesure en watts puisque ce sont des joules par seconde. Cette formule doit nous rappeler la formule P égale E divisé par delta T. On a une énergie en joules, un temps en secondes, la puissance est en watts. On voit qu'ici, c'est le même genre de formule, sauf qu'on va appeler flux thermique une puissance, un débit d'énergie thermique, c'est-à-dire une puissance thermique. Un flux thermique, c'est tout simplement une puissance thermique. C'est l'énergie échangée par conduction, et delta T est la durée du transfert thermique. Alors, la résistance thermique d'une paroi mesure la capacité à s'opposer au transfert thermique. Alors la résistance thermique, c'est le rapport de l'écart de température au flux. Alors, en fait, on pourrait dire que le flux thermique, je vais plutôt l'écrire ici, le flux thermique, phi, il est proportionnel à l'écart de température. Alors, je ne vais pas l'écrire avec un delta T, parce qu'il ne faut pas faire la confusion avec ce delta T ici. Donc, c'est le flux, c'est la température T2, la température chaude, moins la température froide, divisé par une résistance thermique. C'est-à-dire, le flux est d'autant plus important que l'écart de température est grand, et il est d'autant plus faible que la paroi résiste bien. Donc, cette formule, pour laquelle on peut faire un lien d'ailleurs avec la loi d'Ohm, I égale U sur R. On a un flux d'électrons, parce que l'intensité, c'est rien d'autre qu'un flux d'électrons, qui est proportionnel à la tension, c'est-à-dire la poussée des électrons, divisé par la résistance électrique. Et bien ici, c'est pareil, on a le flux qui joue le rôle de l'intensité, l'écart de température qui joue le rôle de la tension, et la résistance thermique qui joue le rôle de la résistance électrique. On peut faire un parallèle entre les deux. Donc c'est une analogie, mais les unités sont différentes et les grandeurs en question sont différentes. Alors la résistance thermique, si j'isole RT de cette formule, je passe le RTH en haut, le phi en bas, ça va me donner cette formule, c'est-à-dire que la résistance thermique, tout comme on peut dire d'ailleurs que pour la résistance électrique R égale U sur I, eh bien l'écart de température joue le rôle de U, R égale U sur I, l'écart de température joue le rôle de U, le flux joue le rôle de I, et on définit la résistance thermique comme le rapport de l'écart de température au flux thermique. Alors un flux thermique c'est en watts, une température c'est en Kelvin, donc une résistance thermique c'est en Kelvin par watt. Le flux thermique à travers une paroi est d'autant plus faible pour un même écart de température que la résistance thermique est plus élevée. Autre manière de dire ceci très logiquement,
plus c'est isolé, moins le flux thermique est important, moins on a des fuites d'énergie thermique, ce qui est isolant. La résistance thermique va définir l'isolation d'une paroi. Voilà. Donc, isoler un bâtiment, améliorer l'isolation, permet de limiter les échanges d'énergie par flux thermique en été comme en hiver, en réduisant le coût de chauffage et de climatisation. Conductivité et résistance thermique. Alors, la résistance thermique d'une paroi. Si on prend une paroi, comme ça, elle dépend de quoi? Elle va dépendre du matériau en question, il y a des matériaux qui isolent plus que d'autres, de l'épaisseur E, et de la surface S, puisqu'ici on a une paroi qui est là, en fait je dessine un cube comme ça, la surface S c'est cette surface là. Si j'ai un mur qui fait 100 mètres carrés, eh ben, il va y avoir 10 fois plus de déperdition à travers ce mur que si j'ai un autre mur 10 fois moins grand de 10 mètres carrés. Plus la surface est grande, plus il y a de déperdition, ça semble logique. Donc finalement, la résistance thermique elle est proportionnelle à l'épaisseur, plus c'est épais, plus ça résiste. Plus je mets d'épaisseur d'isolant, plus ça va résister, c'est normal. Elle est inversement proportionnelle à la surface, plus la surface est grande, moins ça résiste. Et elle est inversement proportionnelle à la conductivité thermique du corps considéré. Ça, c'est une propriété du matériau. Plus le corps conduit la chaleur, moins la paroi va être résistante thermiquement. Ça semble logique aussi. Alors voilà, on voit que pour un béton plein, la conductivité thermique est assez importante. Le béton est un mauvais isolant. Pour de la paille, c'est déjà beaucoup mieux. Mais pour des laines avec lesquelles on fait les isolations de bâtiments, eh bien, on voit qu'on a une conductivité qui est beaucoup plus faible que du béton, ce qui va permettre de faire de très bonnes isolations. Même si même si le béton est un bon conducteur pour du bâtiment, par rapport à l'acier, c'est un très mauvais conducteur. Et si on avait un bâtiment qui était fait en parois d'acier, à ce moment-là, son isolation serait très très mauvaise. On voit au passage que l'acier, comme beaucoup de métaux, est un bon conducteur thermique. C'est aussi un bon conducteur électrique. Ces deux grandeurs sont différentes, mais elles ont une explication commune liée à la circulation des électrons, ce qui fait qu'en général, un bon conducteur thermique est aussi un bon conducteur électrique. Alors, finalement, si on reprend toutes les formules, on a la résistance thermique qui est définie par l'écart de température sur le flux, la résistance thermique qui est aussi l'épaisseur sur la conductivité fois la surface. Eh bien, en fait, on peut réécrire la même formule sous une autre forme et écrire que le flux est proportionnel à la conductivité. Alors, c'est normal, plus ça conduit, plus ça fuit. Proportionnel à la surface, c'est normal, plus la surface est grande, plus le flux de fuite thermique est important, plus proportionnel à l'écart de température et inversement proportionnel à la température, à l'épaisseur, pardon. Et c'est normal, plus j'ai d'épaisseur d'isolant et plus ça isole. Alors si maintenant on a plusieurs matériaux différents, eh bien, si le flux doit traverser plusieurs épaisseurs différentes, eh bien, en fait, ces résistances vont s'ajouter. La résistance de ce mur va s'ajouter à la résistance de celle-ci, qui va s'ajouter à la résistance de celle-ci. Alors, on peut voir, par exemple, que la résistance thermique d'un mur en béton peut être faible. En fait, c'est exact. Mais par contre, va être compensée par une grosse résistance thermique d'un isolant et une autre résistance thermique du troisième constituant qui est ici. On peut aussi faire l'analogie électrique. Si on a trois résistances électriques R1, R2 et R3 qui sont associées en série, eh bien tout se passe comme si j'avais une seule résistance électrique R, et cette résistance électrique R serait égale à la somme de toutes les résistances électriques. C'est pareil pour les résistances thermiques. Association en parallèle. Alors, une démonstration pourrait être faite, mais en fait, on peut dire à ce moment-là que quand des matériaux sont en parallèle, eh bien c'est l'inverse des résistances thermiques l'inverse de la résistance thermique totale va être égale à la somme des inverses de toutes les résistances thermiques des différents constituants. C'est-à-dire que si ici j'ai un matériau, donc R1, je vais calculer le 1 sur R1, calculer le 1 sur R2, calculer le 1 sur R3, etc., etc. Et donc pour ce mur ici, 1 sur RTH,
est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et une autre manière de l'écrire, c'est que la résistance thermique de ce mur, bah, ça serait l'inverse de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà, cette écriture et celle-là sont strictement identiques. Alors, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça veut dire que quand on a des flux qui sont parallèles comme ça, ben, on a beau avoir une super résistance ici, ben, si on en met une mauvaise ici, ben, tout va passer par là. En gros, c'est comme un panier percé. Si vous avez des petits trous et des grands trous, ben, le fait qu'il y ait des petits trous, ça ne va pas changer beaucoup les fuites. Les fuites vont surtout se faire à travers les grands trous. Donc ça doit permettre de comprendre quelque chose concernant les bâtiments. C'est que si par exemple on a un bâtiment avec 4 murs en contact avec l'extérieur, et si on décide de n'en isoler que 3, eh bien on va avoir toujours une passoire thermique, parce que bah, c'est comme si on avait 3 gros trous, et puis qu'on décide de boucher 3 gros trous, mais il y a toujours le quatrième. Même si on a des tout petits trous sur les 3 autres, bah forcément on aura moins de fuites, mais on n'aura toujours pas réglé le problème de fuite, on aura toujours beaucoup de fuites, et c'est pour ça que quand on a des flux qui sont parallèles, eh ben, il faut mieux essayer de traiter toutes les sorties possibles, c'est-à-dire par exemple isoler tous les murs, isoler aussi le toit, isoler aussi le sol, avoir aussi des fenêtres isolantes, des portes isolantes, parce qu'il suffit, comme la maison forme comme ça une enveloppe avec plein de surfaces différentes, bah, il suffit qu'il y ait quelques surfaces différentes, par exemple une porte ou une fenêtre qui soit très très mal isolée, pour que les flux thermiques soient très très importants par ces surfaces-là, et finalement annule l'effet d'avoir mis des isolants sur, par exemple, cette surface-là. Voilà. C'est tout pour ce cours. Nous avons vu tout ce qui concernait les flux thermiques et les résistances thermiques.